Tranche de coupe saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie, et de nos sorties, par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de vous retrouver pour ce 13e épisode de la saison 5 de notre podcast favori, de votre podcast favori, Tranche de couple. Podcast que nous avons choisi d'intituler, même si on n'y est pas encore tout à fait, Dès que le printemps revient. Parce que oui, c'est bientôt le printemps et pour la première fois, hier et avant-hier, nous avons eu des journées quasi printanières, quasi, hein. Ça reste la Belgique, mais c'était chouette. Ou alors hivernal, c'est comme on veut, c'est-à-dire du soleil, mais de la fraîcheur. Il n'est pas si froid que ça en vrai, mais il est un peu frileux. Bon, merci à toutes et à tous de revenir pour ce nouvel épisode et pour continuer d'écouter notre podcast. Nous sommes heureux de vous partager aujourd'hui que nous avons enfin passé la barre des 6000 épisodes téléchargés. Ça compte pas les épisodes qui ont été vus sur YouTube, mais en tout cas, on est ravis de vous partager ça et merci d'être fidèles et de nous écouter. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas pour que ce podcast puisse continuer à être écouté et découvrir de nouveaux auditeurs, à le partager pour qu'on reste visible. Et puis on vous le dit à chaque fois, mais ça nous aide aussi à garder la motivation pour continuer. Alors on commence tout de suite la rubrique Actu. Et oui Max, c'est toi qui lances la rubrique Actu avec le printemps qui est synonyme aussi du retour des élections européennes. Comme quasiment tous les printemps, elles ont lieu dans les derniers week-ends tous les 4 ans. Tous les 4 ans, ouais, mais au printemps, elles ont lieu autour de fin mai, début juin. Oui, effectivement. Donc la campagne des européennes est finalement lancée et c'est effectivement le scrutin qui va permettre de renouveler le Parlement européen. Les élections se tiendront dans toute l'Union entre le 6 et le 9 juin 2024, puisque en fait, selon les pays, on vote pas toujours le même jour. Par exemple, les Pays-Bas vont voter le jeudi 6, les Irlandais le 7, la Lettonie, Malte et la Slovaquie le 8 et le reste des pays de l'Union le dimanche 9. Donc l'objectif, c'est d'élire les 720 députés européens. Alors, à noter qu'il y en a 15 de plus que lors de la précédente élection parce que ça prend en compte les changements démographiques dans plusieurs États membres. Alors, pourquoi est-ce que ces élections européennes, elles sont importantes ? Bon, si vous nous avez déjà écoutés précédemment, vous avez probablement déjà quelques idées, mais rafraîchissons-nous la mémoire. Eh bien, parce que le Parlement européen, c'est la seule institution européenne qui est directement élue par les électeurs. Donc ça, c'est déjà quand même pas mal. Donc si on a la possibilité d'élire directement des représentants, il faut utiliser ce droit. Mais aussi parce que le Parlement européen, il est co-législateur, c'est-à-dire qu'il décide à part égale avec les États membres, avec le Conseil, sur les lois européennes, pour faire simple. Alors pour cette élection, le système des Spitzenkandidaten, c'est-à-dire le candidat qui est mis en avant par chaque formation politique, pour conduire la Commission européenne, semble avoir repris un petit peu d'intérêt après qu'en 2019, le candidat du Parti populaire européen, le PPE, Manfred Weber, ait finalement été écarté au profit d'une outsider, Ursula von der Leyen, sous la pression en particulier d'Emmanuel Macron, dont le parti avait fait un plutôt bon score. Et c'est donc Ursula von der Leyen qui fait figure de favorite pour être reconduite à un deuxième mandat de 4 ans. Elle a finalement annoncé sa candidature à ce deuxième mandat et a été adoubée par le Parti populaire européen, à savoir l'alliance des partis conservateurs de droite. En France, c'est les Républicains, LR. En Belgique, les Engagés et les chrétiens démocrates flamands et germanophones. Et malgré son adoubement par le parti, on peut quand même dire que c'était pas non plus avec un super grand enthousiasme. D'ailleurs, je dis 4 ans, mais en fait c'est 5 ans, me semble-t-il, les élections, c'est tous les 5 ans. Ouais, on va regarder ça tout de suite. Vérifier, mais j'ai un doute que ça soit 4 ans. Alors on continue pendant ce temps-là. Donc malgré son adoubement par le parti, on peut quand même dire que c'était pas non plus avec un super grand enthousiasme. Sur les 801 délégués au congrès du BPE à Bucarest. Qui se réunissent donc tous les 5 ans, je confirme. Tous les 5 ans, voilà. Pour désigner leur candidate. Seuls 499 délégués ont voté et elle-même n'a obtenu que 400 voix. Il y a eu des abstentions et il y a eu des voix contre. Alors, soit au total moins que la moitié des délégués,
même si elle a eu la majorité des suffrages exprimés. Alors ça témoigne en fait d'un certain malaise à l'égard de la politique menée par Ursula sous son premier mandat. Pour obtenir le soutien du Parlement européen actuel, elle avait focalisé ses efforts sur la transition écologique, avec pas mal de normes et de contraintes sur les entreprises. Et ça n'a pas du tout été du goût du PPE qui, à plusieurs reprises ces 2 dernières années, a pris des positions assez fermes à l'encontre de la Commission. Du coup, cette fois, elle annonce qu'elle souhaite focaliser l'action de son prochain mandat sur des sujets plus classiques pour les partis conservateurs, comme le soutien à l'économie, en particulier la simplification des normes pour les entreprises, y compris les PME, le soutien à l'agriculture, mais aussi la défense dans le contexte actuel. Alors on s'attend, selon les sondages, à ce que le PPE sorte largement en tête des élections, avec une forte poussée par ailleurs des partis plutôt à la droite du PPE. Donc c'est le groupe Identité et Démocratie, aujourd'hui au Parlement européen, qui rassemble les partis nationalistes et d'extrême droite, comme le Rassemblement national en France, le Parti de la Ligue en Italie, l'AfD en Allemagne et le Vlaams Belang flamand en Belgique. Alors pour les autres partis, le Parti socialiste européen, ou encore le groupe centriste Renew, auquel est attaché le parti Renaissance d'Emmanuel Macron, ça sera sans doute plus rude. Il risque de diminuer en nombre de votes. Cela veut aussi dire qu'ils pèseront moins dans les équilibres de négociation sur les principales législations dans la prochaine mandature de la Commission, et aussi qu'ils auront moins de postes de premier plan. Alors au plan national, en France, la campagne aussi a été lancée, sans grande visibilité ou intérêt semble-t-il, avec des candidats un peu absents, sauf peut-être le candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui lui reste très visible sur la scène médiatique et politique française, alors que se confirme le fait qu'il n'a absolument pas du tout été actif à Bruxelles au Parlement européen ces 5 dernières années. Il n'a quasiment pas siégé dans les commissions, il a écrit aucun rapport, il a posé aucune question, enfin bref, il a touché son salaire. Et c'est tout. Et par contre, il s'est vanté sur les réseaux sociaux d'être en tête des députés les plus influents. Alors pour débunker un peu cette bêtise, il est effectivement en tête des députés qui ont le plus d'influence sur les réseaux sociaux. Par contre, il est dans les 50 derniers du classement quand il s'agit du travail réellement effectué au Parlement européen. Et oui, parce qu'en fait, le travail au Parlement européen, c'est quand même un travail concret, spécifique, technique, et il faut prendre des responsabilités, écrire des rapports. Des gens sont payés. Voilà. Du côté des LR, c'est le président du groupe actuel au Parlement européen, François-Xavier Bellamy, tandis que Renaissance a adoupé Sophie Ayer, la présidente de Renew. Les socialistes et le PRG ont propulsé Raphaël Glucksmann, tandis que Marie Toussaint est la candidate du Parti Europe Écologie Les Verts et Manon Aubry de la France Insoumise. Alors, j'ai laissé tomber tous les autres petits partis. Alors, le contraste, finalement, c'est qu'on voit que les têtes de file sont en général des profils assez spécialisés qui pourront être impactants à Bruxelles. La très grande majorité, en fait, sont déjà élus européens à Bruxelles. Mais du coup, ils n'ont pas beaucoup de notoriété dans le contexte politique français. Alors, ça témoigne aussi, sans doute, d'un certain désintérêt des grands noms des formations politiques pour aller s'enfermer, entre guillemets, dans la politique bruxelloise. Mais ça aussi évite le travers qui est d'avoir des grands noms tête de liste qui ensuite ne viennent pas siéger parce qu'ils sont focalisés sur la politique franco-française. Alors je dirais que peut-être l'exception, c'est notre ami Jordan Bardella qui, lui, finalement, est très focalisé sur le parti et la situation en France et qui, du coup, est globalement absent. Enfin, il est physiquement présent parce que, en fait, la subtilité, c'est que si les parlementaires européens ne siègent pas, en fait, on leur retire leurs indemnités ou une partie de leurs indemnités, donc ils ont quand même une incitation à siéger. Mais globalement, voilà, il est très absent et il continue à faire de la politique française. Voilà pour cette actu sur le lancement de la campagne européenne. On espère que ça vous aura intéressé et qu'on vous aura appris des choses. Alors Guillaume, c'est toi qui maintenant va nous parler d'Ukraine. Eh oui, le printemps revient aussi et il va revenir sur les champs de bataille de l'Ukraine où la guerre continue depuis maintenant 2 ans. Le 24 février 2024, il y a un peu plus de 2 ans, donc la Russie lançait son opération militaire spéciale sur l'Ukraine. Une façon déguisée de ne pas reconnaître qu'elle était officiellement en guerre. Aucune déclaration dans ce sens n'a d'ailleurs été faite diplomatiquement avec le pays qu'elle prétendait dénazifier et neutraliser. Alors, pour l'Ukraine, qu'est-ce que ces 2 ans de conflit veulent dire ? Est-ce que c'est un conflit gelé ? On n'imagine pas aujourd'hui le début d'une once de négociation entre l'Ukraine et la Russie, même si on a entendu, pas plus tard qu'hier, une initiative louable de la Turquie qui veut mettre l'Ukraine et la Russie autour de la table pour des pourparlers de paix. Pour l'instant, on n'est absolument pas certain que ça arrivera, et encore moins que ça aura
un impact réel. Le conflit n'est pas assez stable pour l'instant pour qu'on puisse dire qu'il est gelé. Et la perspective de grosses échéances électorales aux États-Unis notamment rend cette perspective encore moins viable. Plusieurs diplomates constatent que l'impasse actuelle risque de déboucher sur ce type de conflit, mais on n'y est pas encore, puisque d'un côté, Poutine sait qu'il peut exploiter les innombrables faiblesses de l'Occident pour continuer un conflit qui, comme on l'a dit dans l'épisode 12, n'a désormais plus qu'un impact très limité sur la Russie. Il a par ailleurs affirmé le 18 février que ce qui se passe en Ukraine est une question de vie ou de mort pour le pays. Et de l'autre, l'Ukraine, qui ayant toujours 20% de son territoire sous domination militaire russe, ne peut pas se permettre de perdre cette guerre sans que ce soit un camouflet monstrueux et surtout une boîte de Pandore tout aussi inquiétante pour la sécurité en Europe. Plusieurs observateurs et analystes notent que le soutien des alliés de l'Ukraine sera déterminant quant à l'issue du conflit, mais que les raisons de se réjouir actuellement sont plutôt maigres. Pour l'Ukraine, une chose importante, c'est son économie. Son économie est résistante, malgré des pertes colossales, notamment en 2022, où le PIB s'est effondré de 30%, le taux de chômage était à 26% et l'inflation également à 26%, et des destructions immenses dont il est encore impossible de se faire une idée réelle. L'économie ukrainienne résiste de façon plutôt surprenante à une chute où on l'aurait plutôt vu. Son PIB étant même en progression de 5% en 2023. La Banque mondiale, quant à elle, estime le coût des dommages directs déjà à 152 milliards d'euros, on y reviendra. Dans son économie, ce sont essentiellement les entreprises technologiques et bancaires qui résistent le mieux grâce à une série de mesures prises par le gouvernement dès le début de la guerre pour éviter la fuite des talents et des entreprises. Et naturellement, la cybersécurité a le vent en poupe, ainsi que les technologies liées à l'économie de guerre. Drones, armes. Depuis 2023, ce sont les industries traditionnelles du pays qui se redressent. Agriculture, activités minières et industrie métallurgique reprennent des couleurs, même si on est encore loin des chiffres de 2021 et avant. Mais c'est surtout sur le long terme qu'il va falloir voir les résultats, car le pays reçoit aujourd'hui des aides étrangères immenses, tant financières que matérielles, et les nuages noirs s'amoncellent, notamment sur l'aide militaire mise en péril par le retrait de fait des États-Unis, faute de compromis au Congrès, pour continuer à aider l'Ukraine. Alors concernant la reconstruction maintenant, les coûts sont aujourd'hui estimés au minimum à 486 milliards d'euros par la Banque mondiale, ce qui représente la bagatelle de presque 3 fois le PIB du pays. Autant dire qu'on ne peut qu'espérer que l'Union européenne, dont certains pays se sont déjà engagés à reconstruire, notamment l'Italie qui a proposé son aide pour Odessa, soit au rendez-vous. Petite aparté sur les dégâts culturels immenses. L'augmentation des attaques contre les sites du patrimoine culturel comme les villes de Lviv et Odessa s'est traduite par une hausse de près de 33% des dégâts dans le secteur culturel. Le coût total des dégâts physiques sur les secteurs de la culture et du tourisme a été estimé par l'UNESCO à près de 3,5 milliards de dollars. Cette estimation porte sur un total de 4 779 biens culturels et touristiques signalés comme endommagés par les autorités ukrainiennes. Depuis février 2022, le secteur de la culture et du tourisme a accumulé une perte de revenus de 19,6 milliards de dollars, plus 30% en un an, dont 10,6 milliards de dollars pour la seule ville de Kiev, la capitale. Cela est principalement lié à la chute de la fréquentation touristique et au fort ralentissement des industries créatives. Alors les livraisons d'armes maintenant. L'efficacité des livraisons d'armes supplémentaires promises par les Occidentaux ne modifierait pas, selon toujours un certain nombre d'analystes, en profondeur le champ de bataille. Rien de tout cela n'a en réalité vraiment fonctionné, disent certains. Certains continuent aujourd'hui de fantasmer sur l'arrivée des F-16, mais leur apparition en 2024 ne devrait pas non plus changer le cours du conflit, note Igor Delanoë de l'Observatoire franco-russe. On peut noter l'initiative louable de la République tchèque de trouver 800 000 obus pour l'Ukraine, même si à ce jour leur provenance n'est pas chiffrée ou documentée précisément. Il faudrait par ailleurs, pour compenser une éventuelle fin des livraisons américaines, que l'Union européenne double son aide actuelle, et on n'y est pas encore. Retour enfin sur la petite phrase d'Emmanuel Macron qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait donc réagir la France et le monde, enfin presque. Reprenons donc la phrase exactement. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, a-t-il indiqué en réponse à un journaliste. Mais rien ne doit être exclu. Mais rien ne doit être exclu. C'est ces 6 mots, c'est surtout ces 6 mots qui ont fait énormément réagir. Emmanuel Macron a refusé de dire quelle serait sa position au nom de la notion d'ambiguïté stratégique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un terme qui vise à conserver un certain flou sur la façon dont un État répondrait à une attaque, tant sur la riposte, le délai, les moyens utilisés, que sur le type d'attaque elle-même pouvant susciter une riposte ou non.
rappelle Héloïse Fayet, responsable du programme Dissuasion et Prolifération à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Les lignes rouges ne sont ainsi pas clairement fixées. C'est aussi pour le président français une façon de faire un mea culpa dont on n'est pas habitué chez lui, sur le fait qu'au cours des 2 ans passés, les alliés de l'Ukraine ont placé un certain nombre de ces lignes rouges pour finalement les franchir un peu plus tard. Missiles donc portés, avions de combat ne sont que quelques exemples du manque de cohérence de la position de ces alliés et surtout d'une transparence totale qui peut allègrement bénéficier à l'adversaire qui ne manque pas de l'exploiter. Mais qu'on se rassure, surtout aux extrêmes, il n'est pas question aujourd'hui d'envoyer des troupes régulières françaises combattre en Ukraine et encore moins d'y envoyer le Pékin moyen, vous et moi. Mais il est question donc de montrer que c'est possible et soyons aussi réalistes, on le sait, c'est documenté, il y a déjà sans doute en Ukraine des agents, y compris des militaires français, à l'œuvre, notamment à l'arrière du front, sur la logistique, la veille et le renseignement notamment. Et après, pour l'Ukraine, difficile d'y voir clair, car naturellement, la durée du conflit est un facteur déterminant, plus déterminant que beaucoup d'autres. Suivi de près par le montant des aides accordées par les pays, notamment de l'Union européenne et des États-Unis. Alors bien que le pays soit désormais dans une économie de guerre, la perte de capital humain, de décès ou blessés au combat, ou liés à l'exode qui a suivi le conflit et qui a vu 15% de la population fuir le pays, des raisons d'espérer cependant, la France et l'Allemagne se sont engagées à aider l'Ukraine via notamment des accords de sécurité, mais aussi sur la reconstruction sur la durée. Mais sans un sursaut qui paraît de plus en plus compromis de l'ensemble des pays de l'Union européenne, on n'imagine pas pour l'instant que les choses changent radicalement. Espérons que le printemps apportera un peu de positif cependant. Merci Guillaume, mais effectivement, l'ambiguïté stratégique, et finalement aussi les dissensions que ça a conduit avec l'Allemagne. Voilà, on va voir comment tout ça évolue. Quand je disais que l'Allemagne et la France avaient signé des partenariats de sécurité avec l'Ukraine, je le précise, séparément. Ce sont 2 partenariats différents. Oui, chacun a signé ses accords. Chacun pour soi et les vaches seront bien gardées. C'était la conséquence d'un accord au G7 parce que pour l'instant, il n'était pas envisageable que finalement l'Ukraine puisse bénéficier des garanties de sécurité de l'OTAN en tant que membre de l'OTAN. Très bien, écoute, je pense qu'on a déjà fait un bon tour d'actualité pour cette rubrique d'actu. On reviendra du coup pas aujourd'hui sur Donald Trump et les suites de ses déboires. Mais on vous garde ça pour la fois prochaine. Voilà, globalement, ça chauffe. Et Guillaume, on passe directement du coup au point Belgitude. Absolument, et le point Belgitude ne nous amène pas si loin finalement de ce conflit en Ukraine. On va vous parler dans ce point Belgitude de Vladimir Poutine. Alors pourquoi ? Vous savez qu'il a une seule habitude, Vladimir Poutine, qui est celui, surtout ces derniers temps, de réécrire l'histoire, et en particulier l'histoire de la Russie, pour la rendre plus reluisante, plus intéressante et plus vendable pour sa population. Mais il ne s'est pas arrêté à réécrire l'histoire de la Russie, il a en effet réécrit l'histoire de la Belgique. Et oui. Après, comme je le disais, après avoir allègrement pris ses libertés avec des faits historiques concernant l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie ou encore les pays baltes, sans compter la Russie naturellement, il a décidé donc de s'attaquer au plat pays. Étonnant, n'est-ce pas ? Et ce d'autant plus qu'il affirme que, je cite, « La Belgique est largement apparue sur la carte du monde comme un État indépendant, en grande partie grâce à la Russie et à la position de la Russie. » What ? Really ? En gros, il est en train de dire que grâce à la Russie, la Belgique est devenue indépendante. En réalité, la Russie, et surtout le tsar Nicolas Ier à l'époque, était très défavorable à l'indépendance belge. En 1790, une partie des Pays-Bas autrichiens, la Belgique actuelle, se soulève et proclame les États-Unis Belgique. Mais l'armée impériale restaure rapidement son autorité. Louis XVI, quelques mois avant l'abolition de la monarchie, déclare la guerre à l'Autriche en 1792 et conquiert les provinces belges. Celles-ci sont disputées avant d'être annexées et départementalisées. Le Congrès de Vienne qui remodèle... Oh, c'est fou, ça, la France a récupéré les Flamands à un moment donné. Truc de malade. Le Congrès de Vienne qui remodèle l'Europe à la suite des soubresauts napoléoniens confie la totalité de la Belgique et du Luxembourg actuel au prince des Pays-Bas, nommé roi pour l'occasion. Nicolas Ier, le tsar, autocrate dont Vladimir est l'un des premiers fans, il a sa photo sur son bureau, est par ailleurs vexé comme un pou. Sa fille est en effet mariée au prince des Pays-Bas, roi des Pays-Bas, dont la Belgique va faire sécession. Ce dernier, le prince, lui aussi vexé, on peut imaginer pourquoi, va demander de l'aide de la Sainte Alliance. Alors la Sainte Alliance, c'est l'Autriche, la Prusse et la Russie à l'époque, pour l'aider à retrouver ses terres avec de gros guillemets. Et seule la Russie va répondre, Nicolas Ier met son armée en branle, puis finit par abandonner ses plans suite à une révolte plus urgente et plus proche à mater en Pologne. Oui, chacun ses priorités.
Alors oui, la Russie a failli avoir une histoire commune avec la Belgique, mais non, ça n'est pas arrivé. Et non, la Russie n'aurait clairement pas été un facteur stabilisant pour le jeune pays d'alors. Et elle n'est en rien responsable de l'indépendance aujourd'hui de la Belgique. Décrié sur les réseaux sociaux pour ses propos, le président russe réécrit très souvent l'histoire, tordant le cou de la vérité. Il y a quelques jours encore, il affirmait que l'Ukraine avait totalement été créée par la Russie. On y reviendra peut-être à l'occasion, mais là encore, la vérité est tout autre, et pas à la faveur d'une création par la Russie du tout, ce serait même possiblement l'inverse. Merci beaucoup Guillaume pour ce retour sur la désinformation de Vladimir Poutine et d'avoir creusé ce sujet. Jordan, si tu nous écoutes. Alors on passe tout de suite à la rubrique Vie de couple. Oui. Qu'est-ce qui nous anime dans cette rubrique Vie de couple ces 15 derniers jours et sur un petit peu vous lever le voile sur ce qui nous occupe lorsqu'on n'est pas en train de travailler ou de dormir, c'est-à-dire la majorité du temps. Eh quand même, hein. Non, on ne dort que 8 heures par nuit. Que 8 heures par nuit. Que 8 heures par nuit. Voilà, et il faut dire que Guillaume, quand il a passé 8 heures de sommeil, il est de très bonne humeur. Voilà, cela est dit. Mais comment il balance. Bon, allez, aujourd'hui, on voulait mettre en avant... le retour de notre show télévisé favori, Drag Race, n'est-ce pas, qui revient en Belgique. On est déjà au 6e ou au 7e épisode. Et voilà, comme l'année dernière, on se fait plaisir à regarder des épisodes qui sont plutôt bien menés. Moi, j'ai senti quand même une nette augmentation donc c'est la saison 2, en termes de professionnalisme, j'ai envie de dire, de ce Drag Race Belgium. Alors, vous imaginez, Drag Race, c'est une franchise qui a commencé aux États-Unis, un pays où vous avez quand même, combien ils sont aux États-Unis, 350 millions ou un truc comme ça d'habitants, et qui est revendu dans des pays comme la Belgique où il y en a 30 fois moins et donc, pour arriver au même nombre finalement de queens qui participent, c'est pas forcément évident. Le niveau est pas forcément toujours le même que celui qu'on peut avoir aux États-Unis qu'en France, mais clairement cette année, moi en Belgique, j'ai beaucoup apprécié que toutes elles se sont mises vraiment dans le jeu et on a très vite eu des défis et des réponses de très grande qualité. Ça, c'est mon effectivement. Point de vue. Bon, après, on est... Je ne remets pas en cause la qualité de celles qui ont participé l'an dernier, mais il y a quand même une hausse de niveau. Non, c'est vrai. Et puis surtout, l'année dernière, on avait un peu, comme c'était en proximité avec la diffusion de Drag Race France, on avait un petit peu tendance à comparer les deux. Et finalement, on se rend compte que ils offrent quelque chose qui est vraiment qui est belge. Moi, je salue aussi le fait qu'on ait des compétitrices qui sont néerlandophones. Et ça, c'est quand même vraiment pas évident parce qu'il y a beaucoup, dans Drag Race, au-delà des fameux lip sync où ils chantent, où les queens défilent et en même temps il faut chantent. savoir parler, il faut savoir un peu. Il y a beaucoup d'humour, il y a des scénettes, donc quand on n'a pas la fluidité parce que c'est pas notre langue maternelle, c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est vrai que ça, c'est assez impressionnant. Les saluer là-dessus. C'est une belle image de la Belgique, je trouve. Exactement. Parce que finalement, Drag Race Belgium, c'est en réalité Drag Race Belgique francophone, puisque c'est diffusé sur les chaînes de la RTBF, de la radio-télévision belge francophone. Et donc, la majorité des gens des écoutants sont francophones, mais... Après, on peut quand même dire que ça n'est que la deuxième saison. C'est aussi logique qu'on ait des très bonnes candidates parce que finalement, même si la Belgique est un petit pays, il y a quand même une scène drague qui est assez développée quand même à Bruxelles, mais aussi, on l'a vu, on avait une candidate liégeoise. Luxembourgeoise. Pour la première fois, il y avait une candidate qui nous venait droit du Luxembourg, comme quoi il y a une scène drague aussi à Luxembourgville. Voilà, finalement, peut-être qu'on peut aller déménager à Luxembourg, on aura au moins un cabaret drague là-bas. Ok. Bon, ça c'était... pour la petite histoire, puisqu'on est dans la rubrique vie couple, parfois on se pose la question de savoir où est-ce qu'on pourrait aller ensuite. Et dans les villes où potentiellement on pourrait un jour déménager, il y a eu des petites
des petits spots côté Luxembourg, notamment pour moi au niveau boulot. Bon, on n'a pas donné suite. Pas donner suite à ce stade, on verra. Peut-être que une petite vie tranquille. Luxembourg, c'est 150 ou 200 000 habitants, je sais plus. C'est quand même une petite ville avec beaucoup de sous. Ça, c'est Tout est l'avantage. très cher. Mais ça reste une petite ville. Je n'en dirai pas plus. On s'emmerde un peu. Mais Voilà. on n'en est pas là. Mais on n'en est pas là non plus. Non, pour l'instant, on est encore à Bruxelles et on en profite. Alors, du coup, on ne fait pas que rester à Bruxelles lorsqu'on est en week-end, puisque nous avons aussi été récemment en région parisienne, voir la famille, mais aussi, du coup, quelques expos sympas. Effectivement, on a vu le week-end dernier 2 expositions à Paris. La première exposition au Palais de l'Architecture et de la Découverte. Cité de l'Architecture. Cité de l'Architecture et de la Découverte à Chaillot. Une exposition donc, qu'ils ont installée dans le cadre de leur exposition permanente sur la reconstruction, l'histoire et la reconstruction de Notre-Dame de Paris avant l'incendie et après l'incendie, donc avec un certain nombre notamment de vidéos. Alors il y a des objets, notamment des tenues aujourd'hui de travail pour tous ceux qui travaillaient au tout début, notamment quand il fallait retirer les résidus de plomb, et puis des morceaux de bois brûlés, soit. Mais il y a surtout pas mal de vidéos qui permettent de mieux comprendre avec les acteurs du terrain comment est-ce que cette reconstruction se fait, grâce à quel métier. On a des métiers... Oui, il y a vraiment comme, une belle vidéo là-dessus. Un dinandier. Vous savez ce que c'est qu'un dinandier ? Eh bien maintenant vous savez, le dinandier, c'est celui qui travaille notamment le cuivre, qui fabrique des objets utilitaires décoratifs par martelage sur le cuivre, l'étain ou notamment le fer blanc. Moi j'ai découvert que l'existence du métier de dinandier dans cette chouette exposition. Mais non, mais effectivement. Tu ris, mais j'avoue Je souris. Tu souris. J'avoue voilà. Mais j'étais content de découvrir ça. Exactement, et donc ça c'était assez chouette, et en plus c'est toujours un plaisir d'aller dans ce palais de Chaillot qui est quand même assez particulier et qui donne vue sur la Tour Eiffel. C'était chouette, et dans le cadre, puisqu'on était là, on en a profité aussi pour faire une deuxième visite d'une exposition qui retrace en fait l'histoire du métro parisien, et en particulier à l'aune du Grand Paris, et donc des nouvelles lignes de métro et surtout des nouvelles gares qui ont émergé. Et donc c'était assez chouette parce qu'on voit l'évolution, en fait, la création du métro parisien avec les anciennes cartes, comment finalement des lignes de tram, c'était des trolleys, donc des carrioles à cheval ont été transformées en lignes de métro, et progressivement comment finalement le métro parisien s'est développé, y compris avec des changements, des lignes qui se sont raccordées, vraiment super intéressant. C'était, moi j'ai beaucoup aimé, puis surtout donc après la projection vers le futur, c'est-à-dire vers toutes les opportunités que le Grand Paris va apporter. Et notamment architecturales, puisque la plupart des stations, des nouvelles stations, 80 et quelques nouvelles stations du Grand Paris vont bénéficier d'un geste architectural à être créé par des architectes français ou étrangers. Certaines sont particulièrement spectaculaires, notamment Saint-Denis-Pleyel qui devient un très grand carrefour. D'autres sont moins spectaculaires, mais tout aussi importantes en termes de taille. On a notamment les travaux que nous on connaît bien à Massy-Palaiseau depuis des années entre la restauration de la gare actuelle et puis maintenant la création de la gare de la nouvelle ligne qui va y arriver. C'est assez impressionnant. Exactement. Donc ça, c'était chouette. Et puis ensuite, on a été se balader pour aller voir le métro. Pour aller voir le musée rénové de Cluny. Absolument. Musée rénové il y a déjà quelques années, mais qu'on n'avait pas encore vu. Alors Cluny, c'est le musée du Moyen-Âge à Paris. C'est un très beau musée, très petit en même temps, avec une très très belle collection d'art du Moyen-Âge qui court de 500 jusqu'à 1500. C'est une période d'à peu près 1000 ans qui est considérée historiquement comme le Moyen-Âge, et où on apprend pas mal sur comment est-ce qu'on vivait en France à cette époque-là, que notamment Limoges était un pays, avant d'être reconnu pour sa porcelaine, a été un carrefour pour la création d'orfèvrerie et de mobilier, notamment religieux d'orfèvrerie. On a aussi des
très belles tapisseries dont vous avez sans doute déjà entendu parler ou vous avez vu des photos sur des livres d'histoire ou autres, les tapisseries des 5 sens avec la dame à la licorne, énigmatique dame à la licorne, et cette 6e tapisserie qui présente un sens dont on ne sait pas encore éventuellement. On ne sait pas vraiment grand-chose, on ne sait pas ce qu'elle représente, mais voilà, c'est assez chouette. Elle est établie le musée est établi dans un ancien palais du Moyen-Âge, et puis juste à côté, il y a les ruines aussi d'anciens thermes de Lutèce de Paris au temps des Romains. Et ben voilà. Je pense que ça fait un petit tour de ce qui nous a préoccupés. On vous rappellera que si vous êtes à Paris, le premier dimanche du mois, c'est gratuit. Et donc, il y a un petit peu plus de monde, forcément. Mais c'est assez chouette, vous pouvez aller visiter différents musées. Et on n'a pas tant fait que ça. On était les premiers à Chaillot le matin et on a fait un quart d'heure de queue à Cluny le dimanche après-midi. On passe tout de suite à la dernière rubrique, une rubrique culture et LGBT. Guillaume, c'est toi qui nous parles aujourd'hui de la Queer Night. Je vais vous parler du festival Anima. Vous savez, moi j'ai un attrait particulier pour les festivals du film d'animation. J'ai été bénévole pendant des années au festival du film d'animation d'Annecy, qui est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros en Europe. Et Bruxelles a également son festival du film d'animation. Il a lieu à la fin de l'hiver chaque année, notamment à Flagey, donc pas très loin de chez nous. Il existe depuis 1982. Il y a une compétition nationale et internationale depuis l'an 2000 et il propose chaque année des rétrospectives et des hommages avec en moyenne 60 à 70 réalisateurs ou professionnels du cinéma. Et nous, on a eu la chance de pouvoir d'aller... pris des billets pour aller voir la Queer Night, qui est une nuit d'ouverture avec en guest star La Veuve, une drag queen bruxelloise qui participe également à Drag Race. Donc big up La Veuve. Merci pour cette chouette soirée qui a présenté différents films en compétition ou hors compétition, donc centrés autour du terme queer, de la vie queer, des thématiques LGBTQIA+. On a eu un film sur notamment... un des premiers bars gays à Alger au début du siècle et tout ce que ça impliquait en termes de sécurité et de problèmes de sécurité pour ces bars un peu marginaux. On a vu un film sur l'histoire très mignon sur l'histoire d'un coming out d'un jeune à ses parents. C'est l'occasion pour le festival de mettre en lumière donc ces films et cette thématique dans une super ambiance, comme souvent dans les festivals de films d'animation. C'est des ambiances très particulières quand on est habitué comme moi au concert de musique classique. L'ambiance est totalement à l'opposé. Ça crie, oui, ça change, applaudit, ça change. Ah, c'est chouette aussi. C'était une bonne soirée. Donc je vous recommande de regarder si vous êtes sur Bruxelles, si vous nous écoutez depuis Bruxelles ou la Belgique, parce qu'il y a aussi des déclinaisons du festival à Charleroi, Mons, Liège et Gand, de vous renseigner et d'aller voir un peu ce que vous pourriez aller voir comme film. Voilà, donc c'était le festival Anima et cette Queer Night auquel on a été participé. C'est déjà la fin de ce 13e épisode de la saison 5. Alors si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. On sait que c'est le printemps et que vous avez sans doute ou bientôt le printemps et que vous avez plein de trucs à faire, mais n'hésitez pas à prendre une demi-heure pour nous écouter, pour mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré, un like sur YouTube ou sur Twitter, un pouce bleu sur Facebook et surtout, partagez. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus pressés. Alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et à très vite pour de nouvelles tranches ensoleillées.